Chers amis, aujourd'hui c'est vraiment un jour particulier. On est à Montpellier, à l'université d'été de Urgence Écologie. Il y a des cigales, il y a du soleil. Et aujourd'hui on est en compagnie de Antoine Wechter. Antoine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Antoine, que peut-être certains des personnes les plus jeunes qui regardent ces vidéos ne connaissent pas encore. Antoine, en quelques mots, ton parcours, tu as été conseiller régional, tu as été député européen, tu as été vice-président du conseil régional de ta région qui est la région de Mulhouse, et tu as été surtout en 1988 candidat à la présidentielle de 1988 pour le parti Les Verts. Est-ce que c'est bien ça? Oui, en réalité, je me suis engagé en 1965, j'avais 16 ans. D'accord. En créant à Mulhouse les Jeunes Amis des Animaux et de la Nature, qui a adhéré aux Jeunes Amis des Animaux, qui est une organisation créée à Paris, au demeurant aussi par un Alsacien, mais auquel on voyait déjà Beaugrain-Dubourg, Brigitte Bardot, Michel Simon et Brigitte Bardot en étaient d'ailleurs les parrains. De ton association? De cette association-là, oui, tout à fait. J'avais 16 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé d'ailleurs à faire des allers-retours sur Paris, ce que je n'ai pas cessé depuis d'ailleurs au demeurant. Et puis, on s'est engagé avec les jeunes. On s'est engagé tout d'abord contre un projet d'autoroute qui devait passer dans les collines de mon enfance. Et nous avons réussi à empêcher l'autoroute. L'autoroute a été abandonnée. Mais en faisant le tour des associations d'adultes, je dirais, pour obtenir leur adhésion, leur appui, on m'a remarqué en quelque sorte, puis on a fini par me demander si je voulais pas prendre la présidence de la Fédération de protection de la nature du département du Haut-Rhin. T'avais quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais 19 ans, ouais, 19-20 ans. J'étais trop jeune, car on n'avait pas encore abaissé l'âge de la majorité à 18 ans. Oui, c'était en 74. Voilà, donc j'étais encore trop jeune. Du coup, on m'a proposé de faire secrétaire pendant un an et de permuter à l'âge de mes 21 ans, ce que j'ai fait. Et dans ce contexte, je me suis retrouvé confronté aux 30 Glorieuses. 30 Glorieuses, c'est-à-dire, c'était l'époque où les tracteurs et les bulldozers déménageaient la France. D'accord. Qu'à la tête de ces machines qui me remembraient, qui bétonnaient, qui mettaient en place des autoroutes, des routes, il y avait aussi bien la gauche que la droite. Et donc, on s'est réunis à plusieurs présidents de fédérations de protection de la nature pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'une des idées complètement naïves, c'était de dire on va élaborer des projets alternatifs de politique agricole, de politique industrielle, de politique de transport, et on va le proposer au ministre. Et bien évidemment, nos lettres ne recevaient que des accusés de réception polis, et ça n'a jamais eu d'autres conséquences. Or voilà que en 1973 arrivent des élections législatives générales, et donc j'ai proposé à mes collègues de présenter des candidats aux élections. Bien évidemment, la plupart de mes collègues ont dit non. Ils ont dit non parce que une association, et a fortiori une fédération, ne peut pas s'engager sur le terrain électoral. À l'époque, il n'y avait pas d'écologistes. Et donc, voilà. Et donc, en 1973, j'ai dit à mes collègues, eh bien, écoutez, en Alsace, on va créer un parti écologiste. Ça a été Écologie et Survie. Et on a présenté le premier candidat écologiste sans doute d'Europe à une élection législative à Mulhouse. Il a fait d'entrée de jeu plus que le Parti socialiste unifié qui pourtant était en place depuis longtemps et qui avait à sa tête Michel Rocard. Et à partir de là, toute la dynamique est partie. Donc, tu es en train de dire que le premier entre les partis européens écologistes, tu fais partie des personnes qui l'ont créé? Voilà, j'ai créé le premier parti écologiste, effectivement, probablement de la planète, parce qu'à ma connaissance, il n'y en avait pas d'autres, mais en tout cas au moins en Europe. Ce parti a été porté sur les fonds baptismaux à l'occasion d'une réunion publique qui a fait salle comble, 250-300 personnes, autour d'une conférence d'Edward Goldsmith. D'accord. Qui est Edward Goldsmith? Alors, Teddy Goldsmith, c'était le frère de l'autre Goldsmith dont je me souviens plus le prénom, britannique,
Et il avait rédigé un bouquin qui s'appelait « Le plan pour la survie ». D'accord. Et donc, on lui a demandé de venir présenter ça. Il est venu le faire. Il parlait parce que malheureusement, il est décédé. Il parlait parfaitement le français avec un humour très british. Donc, ça a été une conférence d'un très grand succès. Et lui, lorsqu'il est revenu chez lui, il a créé le Green Party. D'accord. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que le Green Party? Le Green Party, c'est l'équivalent d'écologie survie qu'on venait de créer un mois plus tôt en Alsace. D'accord. Je veux dire, 2 mois plus tard, ce sont les Suisses qui ont créé le Parti genevois. Le Parti écologiste genevois. Voilà. Ce sont les 3 partis écologistes, les 3 premiers partis écologistes d'Europe, créés par conséquent, je dirais, dans le même semestre de l'année 1973. Toutes les 3 organisations confrontées à l'absence d'offres politiques alternatives face à la destruction que l'on observait. Voilà, et donc c'est à partir de là qu'est née l'idée de présenter René Dumont à l'élection présidentielle l'année suivante, et qu'est parti finalement le mouvement écologique, puis le mouvement écologique. Donc j'ai présidé le mouvement écologique au niveau national en 77-78. En 78, on a créé la coordination interrégionale des mouvements écologiques, puis Europe Écologie qui a présenté pour la première fois une liste aux élections européennes en 79. D'accord. Et 80, c'est les présidentielles, pardon. Et donc en 79, ma foi, on n'avait pas assez d'argent et on a fait plus que 4%, mais évidemment ça n'a pas fait début. Mais en tout cas, ça a donné l'idée et la dynamique pour aller plus loin. Et donc en 1981, il y a eu une première candidature présidentielle, mais on nous avait un peu imposé d'une certaine manière Brice Lalonde. Mais Brice Lalonde a fait une bonne campagne, on l'a soutenu. À partir de après cette élection présidentielle, de fait, on a créé... Il a fait combien en 81? 3,88. 3,88, d'accord. Et nous avons créé après ça les Verts Parti écologiste en 1983. Et puis ensuite, il y a eu une fusion avec des gens qui venaient plutôt du PSU. 1984, ça a été la naissance des Verts, tels qu'on les connaît aujourd'hui. En 1986, alors que cette composante-là voulait désigner un candidat à l'élection présidentielle avec l'extrême gauche, la majorité des adhérents m'ont demandé de prendre la direction des Verts, ce que j'ai fait. Ma motion est passée très largement au premier tour. Et donc j'ai dirigé les Verts pendant 5 ans, entre le mois de décembre 1986 et le mois de décembre 1993. J'ai été désigné comme candidat à l'élection présidentielle en 1988. J'ai fait autant que Lalonde, un peu plus de voix parce que la participation était plus élevée, 1 200 000 voix. J'ai après conduit la liste aux élections européennes, 89. On a fait 10% et on a eu... En 89, tu as fait 10% des voix européennes. Donc tu as été élu, c'est à ce moment-là que tu as été élu député européen. Donc j'ai été élu député européen, on avait une dizaine de parlementaires. On était le groupe le plus important au Parlement européen, puisque les Grenouilles ont fait moins que nous à ce moment-là. Voilà, mais après, nous avions pris une décision, plus exactement, je m'étais résigné à appliquer une décision qui avait été prise à majorité, mais à laquelle je n'étais pas favorable, qui était la rotation à mi-mandat. Et donc j'ai fait la rotation effectivement, et contrairement à tous mes collègues, j'ai à mi-mandat quitté le Parlement européen. Les autres ont simplement permuté et devenu attachés parlementaires. Et j'ai été élu dans la foulée conseiller régional, et je suis resté pendant 18 ans conseiller régional d'Alsace. D'accord. Voilà. Après, j'ai aussi été conseiller municipal de Mulhouse, puis quand j'ai déménagé, je suis devenu élu municipal dans mon village qui fait 340 habitants. Et qui s'appelle Fulren. Fulren, c'est à côté de Mulhouse. C'est à 27 km de Mulhouse, c'est à peu près 27 km de Bâle et c'est à peu près à 27 km de Belfort. D'accord. Donc là, aujourd'hui, avec ce parcours qui est quand même très riche, hein, beaucoup plus riche que la plupart des politiques, qu'est-ce que tu en retiens? D'un point de vue personnel d'une part, et puis d'un point de vue impact sur le monde au niveau de l'écologie,
On viendra peut-être d'ailleurs dans une deuxième partie à cette réponse, mais d'un point de vue personnel, tu en retiens quoi de ce parcours? Moi, ce que j'en retiens, c'est que, confronté en tout cas à la trajectoire de beaucoup de mes collègues, qui pensent que on s'engage pour aboutir à un moment donné, et pensent en quelque sorte, c'est toujours l'histoire du grand soir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va atteindre un objectif assez rapidement. Et comme on l'atteint pas, beaucoup de ces gens se fatiguent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grand soir. On est dans une société qui est nécessairement traversée par des intérêts contradictoires. Et je suis bien obligé de constater, depuis l'origine, je dirais, que la société est constamment en tension. Elle l'est peut-être un peu plus aujourd'hui parce qu'il y a malgré tout une sensibilité à l'écologie, mais les forces de destruction subsistent et les forces de destruction cherchent à neutraliser en réalité cette tension pour l'écologie. Et donc cette société est en tension, ça veut dire que ma foi, il faut rester un citoyen actif toute son existence. Il n'y a pas un objectif à atteindre. L'objectif, c'est quelque chose, c'est d'une certaine manière d'essayer de faire basculer dans le bon sens cette tension qui traverse la société. Tu es en train de dire que tu ne prendras jamais de retraite alors? Donc ça veut dire que je ne prendrai jamais de retraite. Je suis d'ailleurs encore en activité professionnelle également. Tu peux demander quel âge tu as aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est... J'ai 70 ans. 70 ans, d'accord. 70 ans, encore en activité professionnelle. Donc je suis directeur d'un bureau d'études depuis 1978 d'ailleurs, qui a des salariés et qui s'occupe d'études environnementales justement et de planification. D'accord. Voilà. Les choses ont évidemment évolué. Je me souviens fort bien en 1988, 89. Je me souviens plus comment elle s'appelait, cette journaliste qui se plaignait de ne pas pouvoir passer des séquences nature et environnement à la télévision. En tout état de cause, à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. C'était quasiment absent. Il y avait déjà en 88, est-ce qu'il y avait scientifiquement une connaissance qu'on allait dans un mur ou pas encore à l'époque? Alors, cette connaissance, elle est ancienne. Elle est ancienne parce que on retrouve des écrits qui datent de la fin du 19e siècle. Mais surtout, les choses se développent de manière beaucoup plus forte aux États-Unis dans les années 50. Avec Rachel Carson qui écrit Printemps silencieux, qui dénonce déjà l'impact des biocides d'une manière générale sur la biodiversité, donc tous les phytosanitaires qui sont employés dans l'agriculture. Barry Commoner qui lui dénonce déjà la dérive climatique qui va se produire. Dès les années 60? Oui, dès les années 60. Et puis surtout, après, évidemment, dans ce contexte-là, ce qui montre que quand même la sensibilité était déjà présente, c'est le rapport du MIT, le rapport du Club de Rome en 1971. 71, elle a été publiée en 72, en français, effectivement. Alors, juste pour nos amis qui ne connaissent pas le Club de Rome, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est et quel est le contenu de ce rapport? Alors, le Club de Rome, c'était un ensemble d'industriels présidé par Agnelli, qui était le président de Fiat à l'époque, et qui se sont posé la question, devant l'énorme contestation que soulevait ce bulldozer et ce tracteur dans les 30 Glorieuses, est-ce que réellement on peut croître comme ça de manière infinie alors qu'on est devant une planète finie? Et donc ils ont demandé au club, en tout cas au cabinet d'études, au bureau d'études le plus performant de la planète à l'époque, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, d'introduire dans les ordinateurs toutes les données dont on pouvait disposer et de faire tourner en quelque sorte les ordinateurs pour essayer de traduire une évolution, une trajectoire. Et le Club de Rome aboutissait à la conclusion qu'on aboutissait finalement à une impasse vers 2030. Et de fait, les ordinateurs se sont pas vraiment trompés. C'est-à-dire que les deux dynamiques... Quand tu dis une impasse, tu veux dire quoi par le mot impasse? Alors, la question peut être largement débattue aujourd'hui. Si on entend à l'extrême Yves Cochet qui dit disparition de l'humanité dans les décennies à venir, ou qu'on parle d'une manière plus générale d'effondrement, je pense qu'on est vraiment en face d'un effondrement écologique prochain.
Alors, personnel, toi qui connais un peu le sujet. Oui, je pense qu'on est dans une situation d'effondrement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on aboutit à une situation de crise aussi terrible telle que nous l'annonce Yves Cochet, qui aime bien en réalité faire les pitis et la prédiction un peu catastrophiste. Par contre, ce que je crois, et c'est un des éléments de mon engagement à l'époque, on peut me dire que c'était peut-être un peu jeune pour lire ce bouquin, mais en tout cas, il m'avait fortement impressionné, c'était Le meilleur des mondes d'Huxley. Hein, Le meilleur des mondes, et ajouté, je dirais, à tous les films de science-fiction qui nous présentaient une planète absolument invraisemblable. Elle était totalement urbanisée, il ne restait plus rien. Soleil vert, ce genre de film-là. Et Soleil vert, bien évidemment, qui a suivi par la suite. Et donc, moi, je crois davantage, malheureusement, et il y a trop d'éléments qui semblent en faire la démonstration, c'est que l'on va vers ce meilleur des mondes. C'est-à-dire où l'individu est un numéro dans une machine économique, où l'individu, finalement, on ne s'occupe plus du tout de sa dimension affective, de sa dimension émotionnelle, et dans ce contexte-là, la nature n'existe plus. Il y a plus, l'homme est en face de lui-même. Il peut se déplacer partout sur la planète, il n'aura plus que lui-même et ses propres réalisations. C'est-à-dire qu'en fait, il aura complètement appauvri ce monde, et à la limite, il sera lui-même domestiqué par la machine. C'est plus lui qui maîtrise la machine, c'est la machine qui le domestique. D'une certaine manière, on le voit avec aujourd'hui le portable. Quand on voit tous ceux qui sont devenus des addicts de la machine, quand on voit des gens, moi ça m'amuse toujours, des gens qui utilisent ou qui font tellement confiance à leur GPS pour conduire leur voiture, GPS qui peut les emmener n'importe où d'ailleurs, hein, et leur faire des bêtises. Moi, j'utilise encore, comme au bon vieux temps, une carte. Que tu déplies et tout, que je déplie, et par conséquent, là au moins je risque pas de me tromper. Je peux évidemment ne pas réussir à lire la carte ou avoir des difficultés, c'est possible, mais en tout état de cause, qui est maître dans la voiture, le GPS ou le conducteur? Bien sûr. Voilà. Donc, moi je crains malheureusement davantage ça. Je pense que l'humain est capable de vivre, à partir du moment où il a résolu la question des ressources essentielles comme l'alimentation et l'eau, il est capable de vivre dans un camp de concentration, mais c'est pas mon objectif du tout. Il peut vivre dans ces immenses boîtes, ce qu'appelait Greenwald White, hein, les petites boîtes dans sa chanson où on met les gens, ils sont en permanence dans les petites boîtes. Ils commencent par d'être mis dans une petite boîte à la maternité. Ils vont passer l'ensemble de leur existence dans une de ces boîtes dans les grands ensembles, et il va finir dans une boîte encore avant qu'on le mette en terre. Les petites boîtes de Greenwald White, hein, je renvoie à cette chanson, et je pense effectivement que les gens malheureusement sont capables d'habiter toute leur existence dans des petites boîtes, mais c'est pas mon objectif. C'est-à-dire qu'en fait, d'après toi, ce que tu dis en fait, c'est que au-delà de l'urgence climatique, de la biodiversité, des océans qui sont défoncés, etc., au-delà de ces challenges écologiques incontestables, il y a derrière des challenges humains sur l'évolution de comment l'être humain vit, au-delà bien sûr de sa connexion ou même de sa déconnexion avec la nature, c'est comment il vit avec lui-même. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, tout à fait, mais c'est tout le problème de l'équilibre entre la société humaine, qui est un élément essentiel effectivement de la planète aujourd'hui, mais de sa relation aussi avec la nature. Ma conviction, moi qui suis extrêmement sensible à l'harmonie et à l'esthétique, je pense que c'est la beauté du monde qui donne un sens à l'existence humaine. Pourquoi? Parce que le monde est beau. Quand tu parles de beauté du monde, tu parles de l'art, de l'amour, ou tu parles des choses comme les océans, les arbres, ou l'ensemble? L'ensemble. Je veux dire, moi, j'admire un paysage rural. Un paysage rural, il y a l'agriculteur qui est le façonneur, mais il peut y avoir celui qui a construit une maison en pierre. Il y a évidemment la forêt, il y a les prés, enfin, il y a le village, dès lors qu'il est parfaitement intégré, c'est un paysage harmonieux. Finalement, l'aspect d'un territoire dépend complètement de la manière dont vit la société humaine, la société qui l'habite. Si la société qui l'habite est une société de conflit, si c'est une société de compétition entre les gens, on le voit tout de suite dans le territoire.
Si on a des gens qui, au contraire, ont le souci de cette relation avec la nature, on va aussi le voir. On verra que c'est un paysage harmonieux. On verra qu'il n'y a pas de discordance sur ce territoire. Sinon, on aura ici ou là des maisons. Moi, c'est une chose qui est toujours extrêmement frappante dans un beau paysage, quand on voit complètement isolé une maison qu'on qualifiera d'architecte, mais qui en réalité, quand on regarde de près, c'est simplement le plus influent et le plus riche du secteur qui a réussi à échapper à la règle générale. Le paysage traduit finalement d'une certaine manière ce qu'est la société qu'il habite. Et moi, j'ai connu le paradis, comme bien d'autres de ma génération. D'accord. Le paradis, il était derrière le village que j'habitais. C'était des collines qui, à l'époque, étaient couvertes de prés fleuris, avec des arbres fruitiers qui, bien évidemment, étaient en fleurs aussi au printemps. Il y avait encore quelques vignes. Il y avait un bosquet. Il suffisait de s'asseoir au printemps dans l'herbe pour voir des hardes de chevreuils de 15 ou 20 chevreuils, des cercles de lièvres de 5, 6, 7, 8 lièvres qui se couraient les uns après les autres, de voir émerger depuis l'herbe l'hermine, de trouver la violette odorante, la seule violette qui a un magnifique parfum au pied d'un talus. Aujourd'hui, si vous y allez, il n'y a plus rien de tout ça. J'ai sauvé ces collines, c'est-à-dire au sens il a fallu se battre à un moment donné pour empêcher que l'urbanisation monte dans les collines. Ça, j'ai obtenu. Malheureusement, j'ai pas réussi à empêcher que les agriculteurs coupent les arbres et installent le maïs à place du pré. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevreuils, il n'y a plus de lièvres, même des espèces communes ont disparu. Et pour moi, un des symboles de tout ça, qui est la violette odorante, on ne la retrouve plus nulle part. Elle a littéralement disparu. Et pourtant, elle était extrêmement commune. En tout cas, c'était le paradis. Et donc, je pense qu'une partie de mon engagement, c'est de retrouver le paradis. C'est au moins de résister à la dégradation de ce qui subsiste des traces de ce paradis. Il y en a quand même encore. Il y a des régions, y compris de France, qui sont très belles, qui sont encore dans une relation de l'humain avec la nature, qui sont encore ce que moi j'ai connu dans les années 50. Mais je suis bien obligé de constater qu'il y a beaucoup de gens sensibles comme moi, de mon âge, qui ont subi, je dirais, le même drame, de voir disparaître le paradis. Dans mon environnement, il y avait ceux qui aimaient le Ride. Le Ride, c'est la grande plaine humide du centre-Alsace, complètement disparu sous le maïs. Il y a ceux qui aimaient les forêts du Rhin, le Rhin sauvage, complètement canalisé. On a réussi à sauver les dernières forêts rhénanes, mais autour d'un Rhin canalisé. Je dirais mon expérience, et pour en avoir évoqué avec bien d'autres collègues, a été vécue par d'autres dans bien d'autres endroits. Et je pense que l'engagement écologique, ce que j'appelle moi, ces gens qui sont les cellules sensibles du corps social et qui vont réagir, ce sont en quelque sorte ceux qui portent l'alerte. Ils ont vécu cet aspect-là des choses, beaucoup ont vécu cet aspect-là, ce traumatisme en quelque sorte de voir disparaître le monde qui était leur paradis. Je comprends. Et puis juste pour petite anecdote, pas forcément les gens de ta génération, puisque moi en termes d'âge je pourrais être ton enfant, ton fils, et la plage qu'il y avait à côté de chez moi dans le Pays Basque, à côté de la Dour en fait, qui sort et qui se jette dans le fleuve, les bateaux qui rentrent et qui sortent, toutes les deux plages adjacentes à la sortie à l'estuaire, elles sont défoncées, on ne peut plus s'y baigner. Aujourd'hui, la baignade est interdite parce que justement, les plages sont super polluées. Ouais, et sans parler de ta génération, de ma génération qui est en dessous de la tienne, j'ai vécu personnellement ce même genre de choses et beaucoup de gens de ma génération le ressentent aussi. Voilà, et ça justifie évidemment qu'on se batte pour essayer de maintenir, et je me dis mes enfants, effectivement, dans quel univers ils vont vivre. Alors justement, puisqu'on parle de tes enfants, des enfants et des générations futures, pour conclure en fait cette petite interview, si tu
devait donner un conseil ou une espérance ou une inspiration aux personnes qui nous écoutent et qui font partie des générations à venir, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message en héritage? Je pense que encore une fois, la beauté du monde, c'est de ça qui donne du sens à la vie. Je n'ai peut-être pas suffisamment expliqué tout à l'heure le pourquoi. Certains disent finalement, l'humanité, c'est la matière qui s'est faite conscience. Mais je pense que la conscience, elle existe aussi chez bien d'autres espèces. Par contre, l'humain est celui qui a l'organe, le sens de la vie le plus développé. Alors, c'est pas exclusivement l'œil qui, évidemment, s'il s'agit d'avoir une acuité plus forte, le faucon cresserelle aura une acuité plus forte de son appareil oculaire, mais l'œil, en quelque sorte, il perçoit les couleurs, les reliefs. Cet élément va être transmis dans un élément du cerveau qui va décrypter et charger l'image d'une signification. Bref. Je ne vois pas pourquoi on aurait toute cette beauté à notre disposition pour que personne ne puisse la regarder. Donc le message aux générations, alors le message c'est il faut regarder le réel. Le réel, il est beau. Le réel, c'est l'arbre. Le réel, ça peut être une jolie fille, mais le réel, ça peut être un patrimoine. Le réel, c'est ça. C'est-à-dire, si on traverse l'existence, qui est pourtant tellement courte, si on traverse l'existence simplement en étant dans le virtuel, en étant dans les soucis de son travail, etc., je pense qu'on n'aura pas vécu. Et il faut qu'on réussisse finalement à assumer cette capacité à s'émerveiller et à découvrir qui est à mon avis, une des particularités de l'espèce humaine. Et je suis bien obligé de constater qu'il y a tellement de gens qui me paraissent complètement anesthésiés. Ils vont de leur habitation au travail, de leur travail à l'habitation. Quand ils sont chez eux, qu'ils ne savent pas quoi faire. À la limite, ils sont sur un ordinateur, sur un écran, etc. C'est-à-dire dans le monde virtuel, le monde réel doit être perçu. Ça, il me semble que c'est un élément essentiel de l'équilibre même de la personne. Donc en fait, c'est une invitation à tous les gens qui nous écoutent de peut-être se déconnecter un peu du numérique qui envahit nos vies pour se reconnecter au réel. Donc le réel, c'est la nature, c'est les arbres, c'est l'océan, c'est la campagne. C'est ça en fait le message? Ma conviction, c'est qu'on sauvera le monde qu'en mettant à l'honneur le 7e jour. C'est-à-dire ? Le 7e jour, c'est le message que l'on retrouve dans les religions du livre, quelle qu'elle soit, aussi bien la religion juive, la religion chrétienne. Je serais peut-être moins affirmatif pour le Coran, mais en tout cas, le 7e jour. Qu'est-ce qu'on fait le 7e jour? Quelle est la demande, le commandement en quelque sorte pour le 7e jour? Le repos. Le repos. C'est-à-dire on arrête, on pose son outil, cet outil avec lequel on démonte la planète. On pose son outil et on regarde la beauté du monde. Et le message que l'on va recevoir de la réalité du monde, c'est-à-dire aussi bien des sons que l'on entend, du végétal, de l'artisan qui travaille, du paysan qui est en train de faucher l'air par exemple, etc. Le message que l'on reçoit va permettre aussi de se positionner, de se situer dans ce monde et à mon avis, à ce moment-là, de trouver effectivement son propre développement personnel. Bon, mais écoute Antoine, merci beaucoup du temps que tu nous as offert. Pour les gens qui veulent te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà ou qui veulent en savoir plus, aujourd'hui, politiquement, tu es toujours engagé, tu nous l'as dit. Oui, tout à fait. Tu es dans quel parti? Tu es dans quelles actions? Alors, c'est le mouvement écologiste indépendant que l'on a créé en 1995, c'est-à-dire à un moment où les Verts, du fait d'ailleurs d'un fort entrisme, ont réussi à reprendre la majorité, on sont immédiatement allés signer un accord avec le Parti socialiste. Et à ce moment-là, la moitié des adhérents sont partis, on crée un nouveau parti qui s'appelle le Parti écologiste indépendant, qui existe depuis maintenant 25 ans. 25 ans même. Donc le MEI, le mouvement des écologistes indépendants. C'est le mouvement qui est indépendant. D'accord. Mouvement écologiste indépendant.
D'accord. Et donc aux dernières européennes, juste pour information, vous êtes lié avec plusieurs autres mouvements pour le parti, enfin c'est pas un parti, c'est une organisation qui s'appelle Urgence Écologie, qui prône une écologie plus ou moins radicale. Oui, c'est d'ailleurs pas la première fois, puisqu'il y a 10 ans, nous avions déjà fait un accord avec Génération Écologie. On avait fait un accord d'ailleurs avec Génération Écologie en 1993 pour les élections législatives, et on avait fait à ce moment-là, mais c'était pas encore le MEI, c'était encore les Verts que j'animais. Et nous avions fait à ce moment-là le meilleur résultat que les écologistes aient fait pour l'instant dans l'histoire de l'écologie politique française, le meilleur résultat sans accord avec quelque grande formation que ce soit, c'est-à-dire de manière parfaitement indépendante. D'accord, qui était c'était l'association des Verts. Le résultat, c'était Le résultat, on était à 11%. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, l'ensemble des écologistes font, on va dire, 5%, 6% aux élections législatives, hein, j'entends. Dans les élections municipales, européennes, etc., de manière autonome, on fait bien plus, évidemment. Écoute, Antoine, merci beaucoup pour cette interview. Si tu veux retrouver plus d'informations sur Antoine, sur son mouvement ou sur son parcours, je te mets tous les liens dans la description. Si bien sûr cette vidéo te parle, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Différents. Merci. Merci Antoine. Très bien.